Quand mon fils m'a demandé de lui céder ma boulangerie, je ne savais pas que ce serait le début d'une nouvelle vie. Quand j'ai reçu l'appel de mon petit-fils, Thomas, me demandant de venir à sa remise de diplôme, je sentais mon cœur battre plus fort dans mon bureau au 5e étage. 9 ans, 9 années s'étaient écoulées depuis que mes propres enfants m'avaient fermé la porte au nez en me disant que je n'étais plus le bienvenu dans leur vie. Je suis resté silencieux, regardant par la fenêtre qui donnait sur toute la ville. De là, je pouvais voir 3 de mes boulangeries, leurs enseignes, le pain doré, Jacques Moreau, brillant sous le soleil de l'après-midi. Personne dans ma famille ne savait qu'elles existaient, personne sauf Thomas. « Papy, tu es toujours là ?» Sa voix me ramena au présent. Thomas avait été le seul à ne jamais m'abandonner, le seul qui continuait à m'appeler, à m'écrire, à me rendre visite en secret pendant toutes ces années. Pendant que ses parents me traitaient comme un vieil homme inutile et dépassé, lui voyait qui j'étais vraiment. « Je suis là, mon petit », répondis-je, sentant l'émotion dans ma gorge. « Mais tu sais que tes parents… » Je ne pus terminer la phrase. Les blessures d'il y a 9 ans étaient toujours là, cicatrisées, mais sensibles au toucher. « Ils ne savent pas, » m'interrompit Thomas. « C'est mon invitation personnelle. J'ai le droit d'inviter qui je veux. D'ailleurs, papa et maman n'ont aucune idée de qui tu es vraiment maintenant. Ils pensent que tu es toujours le même homme qu'ils ont mis à la porte. » Je fermai les yeux et me souvins de ce jour-là, Pierre criant que j'étais un fardeau, que mes idées étaient démodées, que je ne comprenais pas le monde moderne. Sophie acquiesçant du canapé, lâche comme toujours, incapable de défendre son propre père. « Tu ferais mieux d'aller dans une maison de retraite, papa. Tu seras mieux là-bas, » m'avait dit ma propre fille, comme si j'étais un objet qui ne servait plus. Je me levai de mon fauteuil en cuir italien et marchai vers la grande fenêtre. Paris s'étendait sous mes pieds comme un échiquier où j'avais appris à déplacer les bonnes pièces. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque lumière qui commençait à s'allumer au crépuscule me rappelait le chemin que j'avais parcouru seul. « Thomas, cela fait des années. Peut-être vaut-il mieux laisser les choses comme elles sont, » murmurai-je, bien qu'une partie de moi mourait d'envie de le voir recevoir ce diplôme que j'avais financé en secret. « Papy, tu as payé mes études. Tu m'envoyais de l'argent chaque mois quand il pensait que c'était une bourse. Tu m'as écouté pleurer au téléphone quand je me sentais seul. Tu mérites d'être au premier rang pour voir ma remise de diplôme en médecine. » Sa voix se brisa légèrement. « S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu vois ce que nous avons accompli ensemble. » Je regardais mon bureau où je gardais une photo de Thomas avec sa blouse blanche de l'hôpital où il faisait son stage. À côté, un journal local où ma photo apparaissait dans la section économique. Jacques Moreau, l'entrepreneur qui a révolutionné la boulangerie artisanale dans la région. Si mes enfants savaient que l'homme qu'ils considéraient comme fini avait maintenant une fortune de plusieurs millions d'euros, qu'il employait plus de 50 personnes, qu'il avait bâti un empire à partir de rien après qu'il l'ait jeté dehors. Je touchais le cadre de la photo. Thomas avait les mêmes yeux que j'avais à son âge, cette même détermination que mes propres enfants n'avaient jamais su apprécier. Il avait hérité de ma force, de ma vision, de ma capacité à construire quelque chose de grand à partir de rien. « Où se déroule la cérémonie ?» demandai-je. Je pus entendre son soupir de soulagement. « Dans l'amphithéâtre de la faculté ce samedi, à 17h. Ils seront tous là, tous les membres de la famille. » Fit-il une pause, y compris papa et maman. Je sentis un nœud dans l'estomac. 9 ans sans les voir, 9 ans à me demander s'ils pensaient à moi, s'ils regrettaient un jour de m'avoir traité comme un déchet. Des années à construire une nouvelle vie, une nouvelle identité, un succès qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. « Très bien, » dis-je finalement, « j'y serai. »« Vraiment ?» Thomas semblait ne pas y croire. « Vraiment. Mais Thomas, je veux que tu saches une chose. Je ne suis plus le même homme qu'ils ont connu il y a 9 ans. J'ai changé, j'ai grandi, j'ai bâti quelque chose qu'ils ne peuvent même pas imaginer.
Je sais, papy, je l'ai toujours su. C'est pourquoi j'ai besoin que tu viennes, pour qu'il voie qui tu es vraiment. Après avoir raccroché, je restais à contempler la ville qui s'étendait à mes pieds. Le téléphone reposait dans ma main comme un poids familier. Demain, j'appellerai mon assistant pour qu'il prépare tout. Le costume parfait, la voiture appropriée, la présence que méritait un homme comme moi. Pierre et Sophie allaient découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé leur père. Je souris pour la première fois depuis des mois. Après 9 ans, il était temps qu'ils connaissent la vérité. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je restais sur la terrasse de mon appartement, enveloppé dans un plaid en cachemire, me rappelant comment j'en étais arrivé là. La ville brillait sous mes pieds, mais mon esprit voyageait des années en arrière, vers cette petite maison où je pensais mourir de chagrin. Sophie venait tout juste de fêter ses 35 ans quand elle m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Pierre, 2 ans plus jeune, avait toujours vécu dans son ombre. Je me souviens que ce jour-là, je portais mon costume bleu marine, le même que je portais pour les réunions importantes au travail que je venais de quitter pour m'occuper de Thomas quand il était bébé. « Papa, franchement, tu ne comprends rien au monde moderne », m'avait dit Sophie en débarrassant la table après le déjeuner. « Tes conseils ne servent à rien. Tes idées sont dépassées. Nous avons besoin d'espace pour grandir en tant que famille. » J'avais abandonné ma carrière de gestionnaire d'entreprise pour les aider avec Thomas. J'avais vendu mon petit appartement pour leur donner l'apport de la maison. J'avais dépensé mes économies pour les études de Pierre, les caprices de Sophie, tout ce qu'il m'avait demandé pendant des années. « Mais je vous ai aidé pour tout », avais-je dit ce matin-là, la voix tremblante. « J'ai quitté mon travail pour vous. J'ai vendu tout ce que j'avais pour que vous puissiez avoir cette maison. » Pierre avait soupiré depuis le canapé sans même me regarder. « Papa, c'était ta décision. Nous ne t'avons jamais demandé de faire tout cela. » Mensonge. Un mensonge douloureux. Je me souvenais parfaitement de Sophie arrivant en pleurs parce qu'il ne pouvait pas payer le crédit immobilier. Je me souvenais de Pierre, me suppliant de l'aider avec ses frais universitaires, parce qu'il avait échoué à des matières et perdu sa bourse. Je me souvenais de chaque larme, de chaque supplication, de chaque fois où il m'avait dit que j'étais le meilleur père du monde. De plus, avait continué Sophie, tu es déjà âgé et tu as 73 ans. Tu devrais penser à te reposer, pas à t'immiscer dans nos vies. 73 ans. Comme si j'étais invalide, comme si mon esprit avait cessé de fonctionner le jour où j'avais atteint 70 ans. Comme si les années d'expérience, de sagesse, de sacrifice ne valaient rien. Mais Thomas, avais-je murmuré en pensant à mon petit-fils de 13 ans qui était à l'école, il a besoin de moi, je m'occupe de lui tous les après-midi. Nous avons déjà trouvé une nounou, avait dit Pierre sans quitter son téléphone des yeux. Quelqu'un de plus jeune, plus à jour, quelqu'un qui comprend la technologie et peut l'aider avec ses devoirs. Plus à jour. Ces mots m'avaient fait plus mal que n'importe quel cri. Moi qui avais géré les finances d'une entreprise pendant 20 ans. Moi qui avais élevé 2 enfants seuls, après que leur mère nous ait abandonnés. Moi qui avais appris à utiliser les ordinateurs, Internet, les smartphones, pour rester en contact avec eux. Papa, ne le prends pas mal. Sophie s'était approchée et avait posé sa main sur mon épaule avec ce sourire faux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. C'est juste que nous avons besoin de notre espace. Toi aussi, tu as besoin du tien, pour faire des choses que tu apprécies vraiment. Ce que j'appréciais vraiment, c'était de les voir grandir, de prendre soin de Thomas, de me sentir utile, d'avoir une famille qui m'aimait, mais apparemment, ce n'était plus suffisant. « Alors, que voulez-vous que je fasse ?» avais-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Eh bien, Pierre s'était enfin redressé. Nous avons regardé quelques maisons de retraite, des endroits très beaux, avec des activités, des gens de ton âge. Tu pourrais être heureux là-bas. Des maisons de retraite. Ils voulaient se débarrasser de moi, m'envoyer quelque part où je ne les dérangerais pas, où ils pourraient prétendre être encore les enfants parfaits que tout le monde croyait qu'ils étaient. « Et si je ne veux pas aller dans une maison de retraite ?» avais-je demandé, sentant la colère commencer à remplacer la tristesse.
Papa, ne sois pas difficile, Sophie avait soupiré. Écoute, nous pouvons aider avec les dépenses les premiers mois, mais ensuite tu devras te débrouiller avec ta retraite. Ma retraite, 600 € par mois, qui ne suffisait même pas à payer une chambre décente. Ils le savaient. Ils savaient que j'avais tout dépensé pour eux, que je n'avais pas d'économie, que ma seule sécurité c'était eux. Mais je n'ai nulle part où aller, avais-je murmuré. Et c'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment vieux, vraiment inutile, vraiment fini. Eh bien, Pierre avait haussé les épaules, tu dois trouver quelque chose. Nous ne pouvons pas te soutenir éternellement. Ils ne pouvaient pas me soutenir après que je les ai soutenus toute leur vie, après que j'ai sacrifié mon avenir pour le leur, après que j'ai cru que l'amour d'un père était quelque chose qu'on valorisait, qu'on respectait, qu'on rendait. Cette nuit-là, il y a 9 ans, j'étais sorti de leur maison avec une petite valise et le cœur brisé. Je ne savais pas que cette rupture serait le meilleur cadeau qu'ils m'aient jamais fait dans la vie. Maintenant, regardant les lumières de la ville depuis ma terrasse, je souris. Demain, ils verraient ce que j'avais fait avec cette pension qui les inquiétait tant. Le jour où j'ai quitté leur maison, j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée sur un banc du parc. J'avais 73 ans, 600 € en poche et une valise avec 4 vieux costumes. Les gens passaient devant moi et détournaient le regard comme si la vieillesse était contagieuse, comme si ma douleur était quelque chose de gênant qu'ils préféraient ne pas voir. C'est là, assis sur ce banc en bois écaillé, que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie pour toujours. « Jacques !» me suis-je dit à haute voix, sans me soucier que les gens pensent que j'étais fou, soit tu meurs ici de chagrin, soit tu leur montres de quoi tu es fait. Je me suis rappelé quelque chose que j'avais appris pendant mes années de travail. Il y a toujours de l'argent pour ceux qui savent tout chercher, toujours des opportunités pour ceux qui gardent les yeux ouverts. Mes enfants pensaient que parce que j'étais plus âgé, je n'étais plus utile. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. L'expérience ne prend pas sa retraite. Le lendemain, avec mon dernier argent, j'ai acheté un journal et j'ai cherché un emploi. Pas n'importe quel emploi. J'ai cherché quelque chose où mon expérience vaudrait plus que mon âge. J'ai trouvé une petite annonce dans la section emploi, recherche gestionnaire expérimenté pour petite boulangerie familiale. Urgent. La boulangerie était un désastre. Elle avait un four, la moitié hors service, et ses propriétaires, un couple plus âgé que moi, étaient désespérés de vendre. Monsieur Jean Dupont avait 80 ans, et sa femme, Madame Émilie, avait perdu la vue à cause du diabète. Il ne pouvait plus gérer l'affaire. « Monsieur, » m'a dit Jean quand il m'a vu arriver, « nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les chiffres, qui s'y connaît en gestion, mais nous ne pouvons pas offrir un gros salaire. »« Combien voulez-vous pour la boulangerie ?» ai-je demandé directement. Il est resté silencieux un moment. « Eh bien, nous l'avons évalué à 50 000 €, mais nous sommes prêts à négocier. Pourquoi cette question ? Parce que j'ai une meilleure proposition, ai-je dit, sentant l'adrénaline courir dans mes veines. Je gère la boulangerie, je la remets en état et en échange, je prends 30% des bénéfices. Quand la boulangerie marchera bien, vous me donnerez l'option de l'acheter entièrement. » Monsieur Dupont m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. « Monsieur, vous ne comprenez pas, cette boulangerie est déficitaire. Il n'y a pas de bénéfices à partager. Laissez-moi travailler pendant 3 mois, ai-je insisté. Si je n'arrive pas à rendre la boulangerie rentable, je partirai sans rien demander. Mais si j'y parviens, nous avons un accord. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'arrière-boutique de la boulangerie, sur un lit qui sentait le moisi et avec le bruit des tuyaux cassés. Mes enfants pensaient que j'étais fini, que j'étais un fardeau, que je ne comprenais pas le monde moderne. J'allais leur montrer à quel point ils se trompaient. Le premier mois a été le plus difficile de ma vie. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures. Je nettoyais, je réparais ce que je pouvais. Je parlais aux fournisseurs. Je concevais un nouveau système de réservation. J'ai appris à utiliser Internet non seulement pour naviguer, mais pour créer un site web, pour gérer les réseaux sociaux, pour comprendre le marché de la boulangerie.
Monde moderne, me disais-je, alors que j'apprenais à utiliser des logiciels informatiques que mes enfants ne connaissaient même pas. Nous allons voir qui est dépassé. Au 2e mois, les premiers clients ont commencé à arriver. J'avais découvert que notre emplacement était parfait pour les habitants du quartier, qui voulaient quelque chose d'authentique, de familial, loin des grandes chaînes impersonnelles. J'ai embauché 2 jeunes femmes du quartier pour m'aider avec le nettoyage, et je leur ai enseigné tout ce que je savais sur le service à la clientèle. « Monsieur Jacques, m'a dit l'une d'elles, vous devriez avoir des enfants pour s'occuper de vous. Je ne comprends pas pourquoi vous travaillez si dur ici. Mes enfants sont occupés avec leur propre vie, répondais-je, avalant la vérité. De plus, un homme n'est pas défini par ce que les autres font pour lui, mais par ce qu'il fait lui-même. Au 3e mois, la boulangerie était complètement pleine. Nous étions passés de 3 clients par jour à plus de 100. Les avis sur Internet étaient excellents. Monsieur Dupont n'arrivait pas à croire aux chiffres. « Monsieur Jacques, m'a-t-il dit avec des yeux brillants, vous avez fait un miracle. Cette boulangerie n'avait pas vu autant de clients depuis 20 ans. Ce n'est que le début, ai-je répondu. Maintenant, nous devons nous développer. C'est alors que j'ai proposé mon véritable plan. Avec les bénéfices de la boulangerie, nous pourrions acheter le bâtiment voisin qui était à vendre. Nous pourrions augmenter l'espace, ajouter une pâtisserie, créer une expérience complète pour les clients. Mais cela nécessite un investissement important, a dit M. Dupont. Nous aurions besoin d'un prêt bancaire. Laissez-moi parler à la banque, ai-je dit. J'ai quelques contacts de mes années de travail. J'ai menti. Je n'avais pas de contact, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais des chiffres qui parlaient d'eux-mêmes. J'avais un business plan solide. J'avais l'expérience d'avoir géré de gros budgets pendant 20 ans. Le directeur de la banque m'a reçu avec condescendance. « Monsieur, à votre âge, un prêt si important est très risqué. Nous aurions besoin de garanties substantielles. Regardez ces chiffres, ai-je dit, en plaçant sur son bureau les rapports des 3 mois. Regardez les projections. Regardez les évaluations des clients. Cette affaire n'est pas un risque, c'est une opportunité. J'ai obtenu le prêt, 500 000 € que mes enfants n'auraient jamais cru que je puisse obtenir. De l'argent qu'ils n'auraient jamais confié entre mes mains. 6 mois plus tard, nous avions une boulangerie-pâtisserie fonctionnant à plein régime. 1 an plus tard, nous avons acheté un 3e bâtiment. 2 ans plus tard, nous avions notre première succursale dans une autre partie de Paris. Pendant tout ce temps, Thomas m'appelait en secret. « Papy, comment vas-tu? Maman dit que tu vis dans une maison de retraite. »« Je vais bien, mon chéri, » lui disais-je, sans lui révéler toute la vérité. J'apprends de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes, je vais bien. Je ne lui ai jamais menti. Mais je ne lui ai pas non plus dit que son grand-père dépassé était en train de bâtir un empire. 3 ans après qu'il m'ait mis à la porte, j'avais déjà 5 boulangeries fonctionnant dans 3 arrondissements différents de Paris. Le pain doré, Jacques Moreau, était devenu synonyme d'élégance et de chaleur familiale dans toute la région. Mais l'argent et le succès n'étaient pas ce qui me rendait le plus fier. C'était la transformation que j'avais vécue intérieurement. Chaque matin, je me levais à 5h30, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais le faire. Je m'habillais avec des costumes élégants que j'achetais avec mon propre argent. Je prenais mon café dans des tasses en porcelaine que j'avais personnellement choisies pour chacune de mes boulangeries. Je passais en revue les rapports de vente, je parlais à mes gérants, je prenais des décisions qui affectaient des dizaines d'employés. « Bonjour, monsieur Jacques. » Arthur, mon assistant personnel, me saluait tous les matins lorsque j'arrivais au bureau central. « Vous avez une réunion avec les investisseurs à 10h, un déjeuner avec le maire à midi et une visioconférence avec l'équipe de Lyon à 15h. » Lyon, ma 6e boulangerie, la plus ambitieuse jusqu'à présent, un bâtiment historique restauré dans le centre-ville qui allait devenir le fleuron de mon réseau. Lorsque j'ai signé le contrat d'achat, je me suis rappelé les mots de Pierre. « Papa, à ton âge, tu devrais penser à te reposer. » Me reposer?
Alors qu'il continuait à vivre d'emploi temporaire et que Sophie luttait pour garder son poste dans un bureau, j'étendais mon entreprise à l'échelle régionale. Alors qu'ils se disputaient pour payer leurs factures, j'avais fait don de 50 000 € à un orphelinat local le mois précédent. Monsieur Jacques, m'avait dit la directrice de l'orphelinat, avec les larmes aux yeux. Ce don nous permettra de rénover entièrement l'espace éducatif. Les enfants auront accès à de nouveaux ordinateurs, à des livres à jour, à du matériel que nous n'aurions jamais pu acheter. Les enfants sont l'avenir, avais-je répondu en pensant à Thomas. Investir en eux est toujours la meilleure décision, mais il y avait plus que de l'argent dans ma transformation. C'était la confiance, c'était le sentiment qu'à chaque jour, je construisais quelque chose de plus grand que moi-même. C'était la satisfaction de voir comment mes employés progressaient professionnellement, comment les familles qui travaillaient avec moi amélioraient leur vie grâce aux emplois bien rémunérés que j'offrais. Monsieur Jacques, m'avait dit Marie, la jeune femme que j'avais embauchée dans ma première boulangerie et qui était maintenant gérante régionale, vous avez changé ma vie. Grâce à ce travail, j'ai pu étudier la gestion hôtelière le soir. Maintenant, j'ai mon propre appartement. Je peux aider ma famille. J'ai un avenir. Tu as changé ta propre vie, avais-je répondu. Je t'ai seulement donné l'opportunité. Le travail acharné était le tien. Mais le soir, quand j'étais seul dans mon appartement, je pensais parfois à eux, Pierre, Sophie et surtout Thomas. Mon petit-fils avait maintenant 16 ans, et d'après nos conversations secrètes, il étudiait dur pour entrer en médecine. « Papy, je rêve d'être médecin », m'avait-il dit lors de notre dernier appel. Mais maman dit que c'est trop cher, que je devrais peut-être étudier quelque chose de plus pratique. « Que te dit ton cœur, mon chéri ?» avais-je demandé. Mon cœur dit médecine. Je veux aider les gens, je veux faire quelque chose d'important avec ma vie. Alors étudie la médecine, avais-je dit avec fermeté. L'argent pour les études apparaît toujours quand il y a une véritable vocation. Je ne lui avais pas dit que j'avais déjà mis de côté 500 000 € pour ses études. Je ne lui avais pas dit que j'avais contacté les meilleures facultés de médecine du pays. Je ne lui avais pas dit que son avenir était assuré, quoi que ses parents puissent dire. Parce que Thomas était différent. Thomas me voyait tel que j'étais, un homme intelligent, capable, plein de rêves et de projets, pas comme un vieil homme inutile qui devait être mis au rebut. « Papy, m'avait-il demandé un jour, pourquoi papa et maman ne parlent jamais de toi? Quand je demande, ils changent de sujet. Parfois, les familles se compliquent, mon chéri, avais-je répondu, mais toi et moi savons qui nous sommes. C'est ce qui compte. » Un après-midi, alors que je passais en revue les plans d'expansion pour la boulangerie de Lyon, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quand j'ai décroché, j'ai entendu une voix familière. « Monsieur Jacques Moreau, c'est Bernard Lefebvre, de la Banque de France. Nous avons une proposition d'affaires très intéressante pour vous. » Bernard Lefebvre était l'un des vice-présidents de la banque la plus importante de la région. Nous nous étions croisés lors de quelques réunions d'entrepreneurs, mais nous n'avions jamais parlé directement. La banque est intéressée par le financement de votre expansion régionale, a-t-il poursuivi. Nous avons suivi la croissance du pain doré et nous pensons qu'il a le potentiel pour devenir un réseau important. Nous parlons d'une ligne de crédit de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Mes enfants avaient cru que 600 € de pension était tout ce que je pouvais gérer. Maintenant, une banque m'offrait 25 millions pour développer mon entreprise. Je suis intéressé, ai-je répondu avec le calme que j'avais appris au cours de ces années d'affaires. Programmons une réunion pour discuter des conditions. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder par la fenêtre de mon bureau. En bas, dans la rue, j'ai vu une personne âgée portant des sacs d'épicerie, marchant lentement, ignoré par tous ceux qui passaient. Il y a 4 ans, cela aurait pu être moi, invisible, mis de côté, considéré comme un fardeau par mes propres enfants. Maintenant, j'étais un entrepreneur respecté, un employeur responsable, un investisseur prospère. J'avais construit quelque chose qui allait durer, quelque chose qui avait de la valeur,
quelque chose qui démontrait que l'âge n'était pas une limite, mais plutôt un avantage. Et le plus important, j'avais appris à me valoriser sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. 5 ans après avoir été mis à la porte par mes enfants, le pain doré était une réalité qui dépassait mes rêves les plus ambitieux. J'avais 12 boulangeries en activité, plus de 80 employés, et je venais d'être élu entrepreneur de l'année par la Chambre de commerce régionale. Mais cette reconnaissance s'accompagnait de quelque chose que je n'avais pas prévu. La première fois que mes enfants ont entendu parler de mon existence réelle. Jacques Moreau, Sophie avait demandé à Thomas au téléphone, sans savoir que mon petit-fils avait le haut-parleur activé et que je pouvais entendre chaque mot depuis mon bureau. Ce ne serait pas le même Jacques Moreau qui est apparu dans le journal comme entrepreneur à succès? Je ne sais pas, maman, Thomas avait répondu avec un naturel qui m'avait rempli de fierté. Il y a beaucoup de personnes avec ce nom, mais il paraît qu'il a 68 ans. Et le nom de famille, Thomas, tu crois que ça pourrait être ton grand-père? Mon petit-fils était resté silencieux quelques secondes. Je pouvais imaginer son visage, essayant de décider quoi dire. Nous avions convenu de garder notre contact secret, mais nous n'avions jamais parlé de ce que nous ferions si ses parents commençaient à poser des questions directes. « Maman, papy est dans une maison de retraite », avait finalement dit Thomas. « Comment pourrait-il être entrepreneur ?» Sophie était restée silencieuse, mais je pouvais sentir ses doutes à travers le téléphone. Dans les jours qui suivirent, Thomas m'a raconté que sa mère avait été étrangement nerveuse, posant des questions sur où exactement je vivais, ce que je faisais, si quelqu'un avait eu de mes nouvelles. « Je pense qu'il soupçonne quelque chose, papy », m'a dit Thomas lors d'un de nos appels nocturnes. « Maman pose beaucoup de questions sur toi. Elle a même dit à papa qu'il devrait te rendre visite. » Me rendre visite, je n'ai pas pu m'empêcher de rire après 5 ans à faire comme si j'étais mort. C'est que tu es apparu dans le magazine d'affaires à nouveau, cette fois avec ta photo à l'inauguration de la boulangerie de Lyon. Maman l'a vue chez le dentiste et a presque fait un malaise en voyant la photo. Je me souvenais parfaitement de cette séance. J'avais engagé un photographe professionnel pour la campagne publicitaire de la nouvelle boulangerie. Sur l'image, j'apparaissais élégant dans un costume beige, coupant le ruban inaugural devant un bel édifice historique, entouré d'autorités locales et d'entrepreneurs importants. Mes cheveux argentés, parfaitement coiffés. Ma posture droite, mon sourire confiant, rien à voir avec l'homme brisé qui avait quitté leur maison 5 ans plus tôt. « Thomas », ai-je dit avec précaution, « que veux-tu que je fasse s'il décide de me chercher ?» « Je ne sais pas, papy. Une partie de moi veut qu'ils sachent la vérité, qu'ils sachent à quel point ils se sont trompés. Mais une autre partie de moi a peur qu'ils ne veuillent se rapprocher maintenant que tu as de l'argent. » Thomas avait raison de s'inquiéter. 2 semaines après cette conversation, j'ai reçu le premier appel de Pierre en 5 ans. « Papa !» Sa voix semblait incertaine, comme s'il n'était pas tout à fait convaincu que c'était moi. C'est Pierre. Je suis resté silencieux pendant plusieurs secondes, sentant mon cœur s'accélérer. J'étais dans mon bureau, en train de passer en revue les contrats pour l'ouverture de la 13e boulangerie, lorsque mon téléphone personnel a sonné. Je ne m'attendais jamais à entendre cette voix. « Pierre !» ai-je finalement dit, gardant un ton neutre. « Comment as-tu eu ce numéro ?»« C'est Thomas qui nous l'a donné. Papa, nous devons parler. » Nous avons entendu parler de certaines choses, des choses à propos de toi que nous ne comprenons pas. Quel genre de choses, ai-je demandé, bien que je sache parfaitement à quoi il faisait référence. Papa, est-ce vrai que tu possèdes des boulangeries, que tu es entrepreneur? Sa voix semblait incrédule, comme s'il me demandait si j'étais allé sur la lune. Pierre, pourquoi cela t'intéresse-t-il de savoir maintenant? Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment c'est possible. Quand tu as quitté la maison, tu n'avais que ta retraite. Tu n'avais pas d'argent, pas de travail, tu n'avais rien. Je n'avais rien. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Pour eux, je n'avais rien.
car il ne valorisait en rien mon expérience, mon intelligence, ma capacité de travail, ma détermination. Rien de tout cela ne comptait. « Pierre !» ai-je dit avec le calme que j'avais appris durant des années de négociations difficiles, « pourquoi m'appelles-tu ? En fait, nous voulons te voir. Papa, nous voulons te parler. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé. » Ce qui s'est passé ? La colère que j'avais enterrée pendant 5 ans a commencé à monter comme de la lave. « Tu veux vraiment que je te dise ce qui s'est passé ? » « Papa, s'il te plaît, nous savons que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous, mais tu es notre père. Nous sommes une famille. » Une famille. Ce mot qu'ils avaient piétiné quand ils m'avaient mis à la porte de leur vie. Ce mot qu'ils avaient ignoré quand ils m'avaient traité comme un déchet. Ce mot qu'ils voulaient maintenant utiliser comme excuse pour se rapprocher de mon succès. Pierre, 5 ans se sont écoulés. 5 ans pendant lesquels vous ne vous êtes pas soucié de moi. 5 ans pendant lesquels vous n'avez pas demandé si j'étais vivant ou mort. Et maintenant, soudainement, je suis de la famille. Papa, ce n'est pas comme ça. Nous avons toujours pensé à toi. C'est juste que, eh bien, tu as dit que tu voulais ton espace. Je n'ai rien dit, l'ai-je interrompu avec fermeté. Vous m'avez dit que vous n'aviez plus besoin de moi. Vous m'avez dit que j'étais un fardeau. Vous m'avez dit que mes idées étaient dépassées. Tu te souviens ? Pierre est resté silencieux. Je pouvais entendre sa respiration nerveuse à travers le téléphone. Papa, peut-être avons-nous eu tort. Peut-être avons-nous dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Mais maintenant nous voulons arranger les choses. Arranger les choses. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville. « Pierre, sais-tu ce que j'ai fait le premier jour après que vous m'ayez mis à la porte ? » « Non, papa. J'ai pleuré pendant 3 heures sur un banc du parc. J'ai pleuré parce que je pensais avoir échoué comme père. J'ai pleuré parce que je pensais que j'étais vraiment ce que vous disiez, un vieil homme inutile, dépassé. J'ai pleuré parce que, pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement seul. Papa. Mais ensuite, ai-je continué, sentant la force revenir dans ma voix, je me suis levé de ce banc et j'ai décidé de me prouver à moi-même que je valais quelque chose. Pas pour vous, pour moi-même. Et tu as réussi, a dit Pierre d'une petite voix. Les boulangeries, le succès, papa, nous sommes fiers de toi. Fiers. Maintenant, ils étaient fiers, quand j'avais de l'argent, quand j'apparaissais dans des magazines, quand d'autres me respectaient. Pas quand je travaillais 18 heures par jour pour m'occuper d'eux. Pas quand j'avais sacrifié mon avenir pour le leur, pas quand je leur avais tout donné sans rien demander en retour. Pierre, ai-je dit avec une froideur que je n'avais jamais utilisée avec mes enfants auparavant, m'auriez-vous appelé si vous n'aviez pas vu ma photo dans ce magazine ? Un silence long, très long. Papa, ce n'est pas juste. Réponds à la question, Pierre. M'auriez-vous appelé ? Plus de silence. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, ai-je finalement dit. Si vous voulez me parler, vous pouvez venir ici et vous devrez m'expliquer pourquoi maintenant je vaux la peine. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. Pour la première fois de ma vie, j'avais établi des limites claires avec mes enfants. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir était de mon côté. Après cet appel avec Pierre, 3 mois se sont écoulés sans nouvelles. 3 mois pendant lesquels j'ai continué à développer mon empire, tandis que, selon ce que Thomas me racontait, vivait dans un mélange de curiosité et de désespoir financier. Mon petit-fils avait commencé à me donner plus de détails sur la situation réelle de ses parents, et l'ironie était à la fois douloureuse et satisfaisante. « Papy, papa a perdu son emploi le mois dernier », m'avait dit Thomas lors d'une de nos conversations nocturnes. Il dit que l'entreprise réduisait le personnel et que les premiers à partir étaient les employés de plus de 45 ans. Pierre avait 43 ans, 2 ans de moins que j'avais quand lui et Sophie avaient décidé que j'étais trop vieux pour être utile. La vie a d'étranges façons d'enseigner des leçons. Et ta mère ? Maman est désespérée. Ils ont frappé à plusieurs portes pour demander de l'argent.
Ils sont même allés voir les parents de maman, mais eux non plus n'ont pas beaucoup. Oncle Jean leur a prêté un peu, mais ce n'était pas suffisant pour être à jour avec le crédit immobilier. Le crédit immobilier, la même maison pour laquelle j'avais vendu mon appartement et donné l'apport complet, la maison où ils m'avaient dit que je n'étais plus le bienvenu. Maintenant, ils étaient sur le point de la perdre faute de paiement. Thomas, est-ce qu'ils savent que toi et moi parlons ? Ils soupçonnent quelque chose. Maman m'a demandé plusieurs fois si je savais comment te contacter. J'ai dit que non, mais je pense qu'elle ne me croit pas complètement. En plus, ils posent des questions étranges sur toi. Quel genre de questions ? Ils demandent combien de boulangeries tu as, combien d'argent tu pourrais avoir, s'ils pensent que tu leur donnerais un emploi. Papa a même demandé si je pensais que tu lui prêterais de l'argent pour démarrer une affaire. Une affaire ? Pierre, qui n'avait jamais été capable de garder un emploi pendant plus de 2 ans, voulait maintenant que je finance une entreprise pour lui. Le même Pierre qui m'avait dit que mes idées étaient dépassées, que je ne comprenais pas le monde moderne. Et que leur as-tu dit ? J'ai dit la vérité, que je n'ai aucune idée de ce que tu penses d'eux après tant d'années sans parler. Thomas était intelligent. À 19 ans, il avait plus de maturité émotionnelle que ses parents réunis. Il était déjà en 2e année de médecine, financé secrètement par moi, et ses notes étaient excellentes. Ses professeurs l'adoraient. Il avait une bourse de recherche et avait commencé à travailler comme bénévole à l'hôpital universitaire. « Papy, je dois te dire quelque chose », m'a-t-il dit ce soir-là d'une voix sérieuse. « Papa et maman prévoient de venir te voir. » Venir me voir où ? Qu'ont-ils découvert ? Ils ont trouvé l'adresse de ton bureau principal. Papa a dit qu'ils iraient sans prévenir, qu'ils te surprendraient pour que tu ne puisses pas les éviter. Je suis resté silencieux, digérant cette information. Après 5 ans de silence, après m'avoir traité comme un déchet, ils allaient apparaître dans mon bureau sans invitation. L'audace était impressionnante. Quand ? Demain après-midi. J'ai entendu maman dire à papa qu'il valait mieux y aller quand tu travaillais pour que tu sois obligé de les recevoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non par nervosité, mais par stratégie. Si Pierre et Sophie voulaient jouer, nous allions jouer. Mais nous allions jouer selon mes règles, sur mon territoire et selon mes conditions. À 7 heures du matin, j'ai appelé Arthur, mon assistant. Arthur, j'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous pour demain après-midi et j'ai besoin que tu prépares quelque chose de spécial. Quel genre de préparation, monsieur Jacques ? Je veux que tu contactes les gérants de toutes nos boulangeries. J'ai besoin d'une visioconférence avec eux tous demain à 15 heures dans la salle de réunion principale. Je veux aussi que tu invites monsieur Lefebvre de la banque, le docteur Martin de l'hôpital où nous avons fait don d'équipement médical le mois dernier, et le maire, s'il est disponible. Une occasion spéciale ? Je vais recevoir des visites inattendues et je veux qu'ils comprennent clairement à qui ils ont affaire. Le lendemain s'est déroulé normalement jusqu'à 14h30. J'étais dans mon bureau, vêtu de mon costume le plus élégant, un bleu marine que j'avais acheté le mois précédent, lorsqu'Arthur m'a averti par l'interphone. Monsieur Jacques, il y a 2 personnes à la réception qui disent être votre famille. Ils n'ont pas rendez-vous, mais ils insistent sur le fait que c'est urgent. Fais-les entrer dans la petite salle d'attente, ai-je dit. Je les verrai dans 15 minutes. 15 minutes exactement. Non pas parce que j'étais occupé, mais parce que je voulais qu'ils comprennent que mon temps avait de la valeur, que je n'étais plus l'homme qui laissait tout tomber pour répondre à leurs besoins. Quand je suis finalement descendu à la salle d'attente, je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Pierre était nerveux, regardant tout autour de lui avec de grands yeux, visiblement impressionné par les installations. Sophie essayait de garder son sang-froid, mais je pouvais voir comment ses yeux parcouraient chaque détail, les meubles en cuir italien, les œuvres d'art originales aux murs, la vue panoramique sur la ville. Pierre, Sophie, ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Ils se sont tournés en même temps. Pierre semblait plus vieux, plus fatigué. Il avait des cheveux gris que je ne me rappelais pas et de nouvelles rides autour des yeux.
Sophie avait pris du poids, et ses vêtements, bien qu'essayant de paraître élégants, étaient clairement de grande surface. « Papa !» Pierre s'est levé rapidement. « Tu es incroyable. »« Merci, » ai-je répondu sans sourire. « À quoi dois-je cette visite inattendue ? Papa, nous voulions te parler. » Sophie s'est approchée avec ce faux sourire que je connaissais si bien. « Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu nous as tellement manqué. » Vraiment ? Mon ton est resté neutre. Je vous ai manqué pendant les 5 ans où vous n'avez pas pris la peine d'appeler, ou seulement depuis que vous avez vu ma photo dans le magazine. Ils se sont regardés, clairement mal à l'aise. « Papa, nous savons que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous, » a commencé Pierre. « Mais nous avons beaucoup réfléchi, et nous nous sommes rendus compte que nous avons commis des erreurs. » Des erreurs. Je les ai regardés fixement. Ils appelaient erreur le fait de me dire que j'étais un fardeau et que mes idées étaient dépassées, que je devais aller dans une maison de retraite. « Papa, nous traversions des moments difficiles, » a dit Sophie. « Peut-être avons-nous dit des choses que nous ne voulions pas dire. »« Ah, je comprends. Donc, quand vous m'avez dit que vous n'aviez plus besoin de moi, que vous deviez continuer votre vie sans moi, c'était aussi des choses que vous ne vouliez pas dire ?» À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Arthur. « Monsieur Jacques, la visioconférence est prête. Les 12 gérants sont connectés. Monsieur Lefebvre vient d'arriver et nous avons le maire en ligne depuis son bureau. Parfait, Arthur. J'y serai dans 5 minutes. » J'ai raccroché et je me suis tourné vers Pierre et Sophie qui avaient entendu toute la conversation. « Excusez-moi, mais j'ai une réunion importante avec mes gérants régionaux et quelques autorités locales. Nous discutons de l'ouverture de 3 nouvelles boulangeries et d'un don significatif pour le nouvel hôpital pédiatrique. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés. 3 nouvelles boulangeries ? Oui, une à Marseille, une autre à Bordeaux et la 3e à Strasbourg. L'investissement total est d'environ 40 millions d'euros. Pierre est resté bouche bée. 40 millions d'euros, plus d'argent qu'ils n'en avaient vu de toute leur vie. Mais nous pouvons continuer notre conversation après. Si vous voulez, vous pouvez attendre. La réunion durera environ 2 heures. 2 heures ? Sophie semblait désespérée. « Papa, nous sommes venus en fait pour te parler de quelque chose d'urgent. » « À quel point urgent ? » « Nous traversons quelques difficultés financières, » a finalement admis Pierre, « et nous avons pensé que peut-être tu pourrais nous aider. » Voilà, la vérité sortait enfin. Ils n'étaient pas venus par amour, ils n'étaient pas venus par regret, ils n'étaient pas venus parce que je leur manquais, ils étaient venus pour de l'argent. « Je comprends, » ai-je dit avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Et quel genre d'aide vous faut-il exactement ?» Ils se sont regardés à nouveau. Sophie a pris l'initiative. « La vérité, c'est que nous risquons de perdre la maison. Pierre a perdu son emploi et nous avons du retard dans nos paiements. Nous avons juste besoin d'environ 30 000 euros pour tout remettre en ordre, et peut-être un peu plus, pour que Pierre puisse démarrer une petite entreprise. 30 000 euros. Pour moi, c'était moins que ce que je dépensais pour la décoration d'une boulangerie. Pour eux, c'était la différence entre avoir un toit et être à la rue. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Vous qui m'avez dit il y a 5 ans que vous n'aviez plus besoin de moi, qui m'avez chassé de votre vie parce que j'étais un fardeau, vous venez maintenant me demander de l'argent parce que vous êtes dans le pétrin. Papa, nous sommes une famille, a dit Sophie d'une voix suppliante. Les familles s'entraident. Tu as raison, ai-je répondu. Les familles s'entraident. Mais où était ma famille quand j'avais besoin d'aide? Où était ma famille quand je me suis retrouvé sans maison, sans argent, sans rien? Mais tu t'en es sorti, a protesté Pierre. Regarde-toi maintenant. Tu as tout ça. Exactement. J'ai tout ça parce que je l'ai construit seul, sans votre aide, sans votre soutien, malgré vous. À ce moment, Arthur est apparu à la porte. Monsieur Jacques, excusez l'interruption, mais ils vous attendent dans la salle de réunion. Merci, Arthur. Je me suis tourné vers Pierre et Sophie. Comme je vous l'ai dit, j'ai une réunion importante. Si vous voulez parler, vous devrez attendre, ou vous pouvez revenir quand vous aurez un rendez-vous. Papa, s'il te plaît, Sophie s'est approchée davantage. Ce ne sont que 30 000 euros.
Pour toi, ce n'est rien. Je l'ai regardé fixement pendant plusieurs secondes. Tu as raison, Sophie. Pour moi, 30 000 euros, ce n'est rien. Mais savez-vous ce qui est quelque chose pour moi? Le respect, la dignité, la reconnaissance que je suis plus qu'une banque à laquelle vous pouvez recourir quand vous êtes désespéré. Nous te respectons, papa, a dit Pierre. Nous t'avons toujours respecté. Vraiment? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dans mon rire. Vous m'avez respecté quand vous m'avez dit que j'étais dépassé? Vous m'avez respecté quand vous m'avez envoyé chercher une maison de retraite. Vous m'avez respecté quand vous avez fermé la porte et décidé que je ne faisais plus partie de votre vie? Ils n'ont pas pu répondre. Je vais à ma réunion, ai-je annoncé. Quand j'aurai terminé, nous pourrons continuer cette conversation, mais je veux que vous compreniez une chose. L'argent n'efface pas le passé. Et si vous voulez que je vous considère à nouveau comme ma famille, vous devrez me montrer que vous comprenez le mal que vous m'avez fait. Je suis sorti de la pièce, les laissant sans voix. Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui avais établi les règles du jeu, et la sensation était incroyablement bonne. Quand je suis revenu de ma réunion 2 heures plus tard, Pierre et Sophie étaient toujours dans la salle d'attente. Je les ai trouvés en train de parler à voix basse, clairement nerveux, examinant chaque détail des installations, comme s'ils évaluaient tout ce qu'ils voyaient. En me voyant entrer, ils se sont immédiatement levés. « Comment s'est passée la réunion ?» a demandé Sophie avec un sourire forcé, essayant de paraître détendue. « Très bien », ai-je répondu sèchement. Nous avons confirmé l'ouverture des 3 nouvelles boulangeries et approuvé un don de 2 millions d'euros pour l'hôpital pédiatrique. J'ai vu Pierre déglutir en entendant le montant. 2 millions d'euros en donne. De l'argent que je donnais pour aider des enfants malades, tandis qu'il venait me demander 30 000, comme si c'était un service entre amis. Papa, Pierre s'est approché, nous avons réfléchi pendant que nous attendions. Nous voulons que tu saches que nous sommes vraiment désolés de la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Désolés? Je les ai regardés tous les deux. Désolés de quoi exactement? De tout, a dit Sophie. De t'avoir dit de partir, de ne pas avoir valorisé tout ce que tu as fait pour nous, de t'avoir maltraité. Maltraité? Ma voix a légèrement monté. Sophie, vous ne m'avez pas maltraité, vous m'avez détruit, vous m'avez fait sentir comme un déchet, comme si 50 ans d'être votre père ne valaient rien. Nous avons exagéré, a admis Pierre. Nous étions stressés, nous avions des pressions économiques et peut-être que nous avons déchargé nos frustrations sur toi. Déchargez vos frustrations. Je me suis assis dans l'un des fauteuils, les obligeant à rester debout. Pierre, te souviens-tu de ce que tu m'as dit le dernier jour où j'étais chez vous? Pierre a détourné le regard. Papa, c'était il y a longtemps. Je vais rafraîchir ta mémoire, l'ai-je interrompu. Tu m'as dit que j'étais un fardeau, que mes conseils ne servaient à rien, que vous aviez besoin d'espace pour grandir en tant que famille et que je serais mieux dans une maison de retraite. Et toi, Sophie? Je me suis tourné vers ma fille. Tu m'as dit que mes idées étaient dépassées, que je ne comprenais pas le monde moderne, qu'il valait mieux que je m'éloigne parce que je ne m'intégrais plus à votre vie. Sophie semblait mal à l'aise, se tordant les mains. Peut-être avons-nous utilisé des mots trop durs. Peut-être. Je me suis levé du fauteuil. Sophie, vous m'avez mis à la porte comme si j'étais un employé dont vous n'aviez plus besoin, comme si les 50 années que j'avais consacrées à vous élever, à me sacrifier pour vous, à vous donner tout ce que j'avais, ne signifiaient rien. Mais maintenant, nous comprenons que nous avons eu tort, a insisté Pierre. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons réparer notre relation. Réparer notre relation ou réparer votre situation économique? Un silence embarrassant s'est installé. Je pouvais voir comment ils se regardaient, essayant de décider quoi dire. « Papa, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles », a finalement admis Sophie. « Mais cela ne signifie pas que nous sommes venus uniquement pour l'argent. » J'ai pris mon téléphone et composé un numéro. « Arthur, peux-tu venir un moment ?» Mon assistant est apparu en moins d'1 minute. « Arthur,
Te souviens-tu de la première fois que mes enfants ont essayé de me contacter il y a 3 mois? Oui, monsieur Jacques. C'était après la parution de l'article sur vous dans le magazine d'affaires. Exactement. Je me suis tourné vers Pierre et Sophie. 5 ans sans un seul appel. 5 ans sans demander si j'étais vivant ou mort. Mais 1 semaine après que ma photo soit apparue dans un magazine comme entrepreneur à succès, soudainement, vous vous êtes souvenu que vous aviez un père. Ce n'est pas juste, a protesté Sophie. Nous avons toujours pensé à toi. Vraiment? J'ai repris mon téléphone et composé un autre numéro. Thomas, mon chéri, peux-tu venir à mon bureau? Il y a quelque chose que je veux que tu entendes. Thomas? Pierre semblait confus. Thomas est ici? Thomas travaille avec moi les week-ends, ai-je expliqué. Cela fait partie de sa formation pratique pour la médecine. Il est aussi mon assistant personnel pour certains projets spéciaux. Quelques minutes plus tard, Thomas est entré dans la pièce. En voyant ses parents, il s'est figé à la porte. « Salut papa. Salut maman », a-t-il dit d'une voix tendue. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Sophie avec surprise. « Je travaille ici », a répondu Thomas avec fermeté. « Papy m'aide avec mes études de médecine et je l'aide avec certains projets. »« Comment ça, il t'aide ?» Pierre semblait confus. « Thomas, ai-je dit doucement, raconte à tes parents comment tu as payé tes études de médecine. » Thomas m'a regardé, demandant la permission avec ses yeux. J'ai acquiescé. « Papy a payé toutes mes études », a dit Thomas d'une voix claire. « Les frais de scolarité, les livres, le laboratoire, tout. Il me paie aussi un salaire pour travailler avec lui les week-ends. » Pierre et Sophie sont restés bouche bée. « Quoi ?» Sophie semblait incapable de traiter l'information. « Comment est-ce possible, Thomas? Tu as dit que tu avais une bourse. »« J'ai menti, » a admis Thomas. « Papy m'a demandé de garder notre relation secrète parce que vous l'aviez beaucoup blessé, mais nous sommes restés en contact tout ce temps. » Tout ce temps. Pierre semblait trahi. 5 ans à parler à ton grand-père dans notre dos. « Oui, papa. 5 ans où la seule personne qui s'est vraiment souciée de mon avenir était papy. 5 ans où vous disiez que la faculté de médecine était trop chère, alors qu'il avait déjà mis de côté tout l'argent nécessaire. » Sophie s'est laissée tomber dans un fauteuil, visiblement accablée. « Je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, ai-je poursuivi, vous avez raconté aux gens que votre père était dans une maison de retraite, que j'étais un pauvre vieil homme qui ne savait rien du monde moderne. Pendant ce temps, ce pauvre vieil homme construisait un empire et assurait l'avenir de son petit-fils. »« Papa, nous ne savions pas, » a commencé Pierre. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas voulu savoir, » l'ai-je interrompu. « Vous ne saviez pas parce que, dès le moment où vous m'avez chassé de votre vie, vous avez décidé que je n'existais plus pour vous. Mais maintenant, nous voulons savoir, » a insisté Sophie. « Maintenant, nous voulons faire partie de ta vie à nouveau. »« Maintenant ?» J'ai ri amèrement. « Maintenant que vous savez que j'ai de l'argent, maintenant que vous savez que je peux résoudre vos problèmes économiques. »« Ce n'est pas seulement pour l'argent, » a protesté Pierre. Je l'ai regardé d'un air de défi. « Pierre, si j'étais toujours le même homme que vous avez mis à la porte il y a 5 ans, si je vivais toujours avec 600 € de retraite dans une petite chambre, seriez-vous venu me chercher ?» Pierre n'a pas pu répondre. « C'est bien ce que je pensais, » ai-je poursuivi. « Si j'étais encore l'homme dépassé qui ne comprenait pas le monde moderne, si j'étais encore le fardeau que vous vouliez envoyer dans une maison de retraite, vous ne seriez pas ici. » « Mais les choses ont changé, » a dit Sophie désespérément. « Tu as changé, nous avons changé, tout a changé. »« Tu as raison, » ai-je admis. « J'ai changé. J'ai changé parce que j'ai dû changer. J'ai changé parce que vous m'avez forcé à changer. J'ai changé parce que j'ai découvert que je pouvais vivre sans votre amour, mais pas sans ma dignité. » Thomas s'est approché et a pris ma main. « Papy, peut-être que tu devrais tout leur dire. » Je l'ai regardé avec curiosité. « Tout quoi, mon chéri ?»« Sur la remise des diplômes, sur mon invitation. » Voilà le moment que j'avais attendu, sans le savoir. « Quelle remise des diplômes ?» a demandé Sophie.
Thomas m'a regardé, demandant permission. J'ai lentement acquiescé. Ma remise de diplôme en médecine, a dit Thomas. Samedi prochain, j'ai terminé toutes mes études et je vais recevoir mon diplôme de médecin. Tu vas être diplômé? Pierre semblait surpris. Mais tu n'as que 22 ans. J'ai 22 ans parce que j'ai commencé tôt et parce que j'ai eu le soutien financier nécessaire pour me concentrer entièrement sur mes études, a expliqué Thomas. Grâce à Papy, je n'ai jamais eu à travailler pour payer mes études. J'ai pu me consacrer à temps plein à étudier. Et la remise des diplômes est samedi. Sophie semblait traiter lentement l'information. Oui, et j'ai invité Papy comme mon invité d'honneur. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre et Sophie se sont regardés, comprenant clairement les implications. « Thomas, » a dit Sophie lentement, « nous sommes aussi invités. » Thomas m'a regardé à nouveau. Cette fois, c'est moi qui ai répondu. « Thomas peut inviter qui il veut à sa remise de diplôme, » ai-je dit calmement. C'est son jour spécial, mais je veux que vous compreniez une chose. Ce jour-là, je ne viendrai pas comme le père repentant que vous avez mis à la porte il y a 5 ans. Je viendrai comme l'homme qui a financé l'éducation de Thomas, comme l'entrepreneur qui a construit tout cela, comme le grand-père qui n'a jamais cessé de croire en son petit-fils. Papa, Sophie a commencé. Ce jour-là, ai-je poursuivi, Thomas découvrira qui est vraiment sa famille. Il découvrira qui était là quand il en avait besoin et qui apparaît seulement quand cela lui convient. Je les ai laissés avec ces mots flottants dans l'air. La remise des diplômes aurait lieu dans 5 jours et ce serait le moment parfait pour que tous comprennent comment les choses avaient changé, pour qu'ils comprennent qui détenait le pouvoir maintenant. Le jour de la remise des diplômes s'est levé parfait, ciel bleu, température idéale, et une légère brise qui agitait les rideaux de mon appartement, tandis que je me préparais pour l'événement le plus important des 5 dernières années. Ce n'était pas seulement la remise de diplôme de Thomas, c'était ma réapparition officielle dans la vie de mes enfants. Mais cette fois, selon mes propres conditions, je me suis habillé avec soin. Un costume crème de chez Lanvin que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, des chaussures italiennes, élégantes mais confortables, et les bijoux que j'avais hérités de mon père, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter quand je vivais avec eux. Les boutons de manchette en or, l'épingle à cravate, la montre Cartier dont je m'étais fait cadeau l'année précédente. Chaque pièce racontait une histoire de succès, de dignité retrouvée. « Monsieur Jacques, » m'a dit Arthur quand je suis arrivé au bureau ce matin-là, « la voiture est prête pour 16 heures. J'ai confirmé la réservation au restaurant pour après la cérémonie. »« Confirmé pour 8 personnes ?» ai-je répondu. « Thomas pourra inviter qui il veut pour célébrer. J'avais réservé le salon privé du restaurant le plus exclusif de la ville. Je voulais que le jour de Thomas soit parfait, indépendamment de ce qui se passerait avec Pierre et Sophie. » À 15 heures, Thomas m'a appelé du campus universitaire. « Papy, je suis nerveux », m'a-t-il dit d'une voix tremblante. « Pas pour la remise des diplômes, mais pour ce qui va se passer quand papa et maman te verront. »« Mon chéri, aujourd'hui n'est pas un jour pour être nerveux, » ai-je répondu avec affection. « Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui nous célébrons que tu es devenu médecin. Le reste est secondaire. Tu viendras dans la voiture de l'entreprise ?» J'ai souri. Thomas savait que j'avais plusieurs voitures de luxe, mais j'avais choisi la Mercedes-Benz classe S, la plus récente de la flotte. Non pas pour frimer, mais parce que je voulais arriver avec l'élégance qui correspondait à un entrepreneur à succès. Oui, mon chéri, et je serai au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque quand tu marcheras vers ton diplôme. À 16 heures précises, mon chauffeur a ouvert la porte de la Mercedes devant l'entrée principale de l'amphithéâtre universitaire. Je pouvais sentir les regards des gens tandis que je marchais vers l'entrée. Ma posture était droite, mais pas assurée, mon expression sereine, mais puissante. « Monsieur Moreau ?» Un jeune homme avec un badge de presse s'est approché. « Je suis du journal local. Pourrions-nous prendre une photo de vous ? Nous avons appris que votre petit-fils va être diplômé et que vous avez financé ses études. »« Bien sûr, » ai-je répondu avec un sourire élégant. « Mais aujourd'hui, c'est Thomas qui est à l'honneur.
Pendant que je posais pour la photo, j'ai aperçu du coin de l'œil Pierre et Sophie qui arrivaient. Ils sont venus dans une vieille voiture, visiblement nerveux, habillés avec ce qu'ils avaient de mieux, mais qui, manifestement, n'était pas à la hauteur de l'occasion. Je les ai vus s'arrêter en me voyant poser pour la presse, leur visage reflétant un mélange de choc et de quelque chose qui semblait être de l'envie. J'ai terminé avec le photographe et me suis dirigé vers l'entrée. Pierre et Sophie se sont approchés timidement. « Papa, » a dit Sophie, « tu es incroyable. »« Merci, » ai-je répondu poliment. « Vous aussi, vous êtes bien. » C'était un mensonge, mais il était inutile d'être cruel. Pierre portait un costume qu'il avait manifestement loué pour l'occasion et Sophie, une robe qui avait connu des jours meilleurs. La différence entre nous était abyssale. Mais je ne ressentais plus de satisfaction à les humilier, juste un vide. « Pouvons-nous nous asseoir ensemble ?» a demandé Pierre plein d'espoir. « J'ai des places réservées au premier rang », ai-je expliqué. « En tant qu'invité d'honneur de Thomas, vous pouvez vous asseoir où les huissiers vous placeront. » Je les ai vus déglutir, invité d'honneur. Cela signifiait que Thomas m'avait donné la place qui traditionnellement appartenait aux parents. Nous sommes entrés dans l'amphithéâtre et j'ai immédiatement remarqué la différence. J'ai été escorté par un huissier jusqu'au premier rang, où il y avait un siège avec une petite plaque dorée qui disait « Monsieur Jacques Moreau, invité d'honneur ». À côté de moi, des sièges réservés aux autorités universitaires et aux principaux donateurs de l'université. Pierre et Sophie ont été dirigés vers la 5e rangée dans des sièges ordinaires, comme n'importe quelle autre famille. Monsieur Moreau, un homme plus âgé en toge académique, s'est approché. « Je suis le doyen de la faculté de médecine. C'est un honneur de vous avoir ici. Thomas nous a beaucoup parlé de vous. » « L'honneur est le mien, docteur. Thomas est un jeune homme exceptionnel. En effet, et nous tenons à vous remercier personnellement pour votre généreuse donation pour le nouveau laboratoire de recherche. Grâce à votre contribution, de nombreux étudiants comme Thomas auront de meilleures opportunités. Donation pour le laboratoire. De mon siège, j'ai pu voir comment Pierre et Sophie échangeaient des regards de confusion. Ils ne savaient rien de cette donation. Ils ne savaient rien de ma véritable relation avec l'université. La cérémonie a commencé et quand ils ont appelé le nom de Thomas, je me suis levé et j'ai applaudi de toute mon âme. Mon petit-fils a marché jusqu'à l'estrade avec élégance, assurance et un sourire radieux. Quand il a reçu son diplôme, il m'a regardé directement et m'a fait un clin d'œil. « Thomas Moreau », a annoncé le doyen, qui est diplômé avec mention et a reçu la bourse d'excellence académique Jacques Moreau pour poursuivre ses études de spécialisation. Bourse Jacques Moreau. J'avais établi cette bourse l'année précédente pour les étudiants en médecine exceptionnelle. Thomas n'avait pas seulement gagné le droit de porter mon nom avec fierté, mais il avait aussi prouvé qu'il méritait de perpétuer mon héritage. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient, Thomas a couru vers moi. « Papy, nous avons réussi !» Il m'a serré fort dans ses bras. « C'est toi qui as réussi, mon chéri. Je t'ai seulement donné les outils. Le travail acharné était le tien. » Pierre et Sophie se sont approchés lentement. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils avaient complètement compris la situation. Je n'avais pas seulement financé les études de Thomas, mais j'avais aussi établi des bourses, fait des dons d'équipement, et j'étais devenu un important bienfaiteur de l'université. « Félicitations, Thomas », a dit Sophie d'une voix émue. « Nous sommes très fiers de toi. »« Merci, maman », a répondu Thomas, mais son étreinte a été brève et formelle. Thomas, ai-je dit, j'ai réservé le salon privé du restaurant le plus élégant de la ville pour célébrer. Tu peux inviter qui tu veux. C'était le restaurant le plus cher de la ville. Pierre semblait impressionné. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget, ai-je simplement répondu. C'est le jour de la remise de diplôme de mon petit-fils. Thomas m'a regardé avec affection. Je veux que papa et maman viennent aussi. Malgré tout, ce sont mes parents. J'ai senti une pointe au cœur. Thomas était plus généreux que je n'avais été capable de l'être, plus sage aussi. « Bien sûr, mon chéri »,
c'est ta décision. Au restaurant, la différence est devenue encore plus évidente. Tout le monde me connaissait personnellement. Le chef est sorti pour me saluer et on nous a servi le menu dégustation le plus exclusif. Pierre et Sophie étaient clairement mal à l'aise, regardant les prix du menu avec des yeux de plus en plus écarquillés. « Papa », a finalement dit Pierre, alors que nous attendions le dessert, « nous devons parler. » « De quoi ? » ?»« De nous, de la famille, de tout. » J'ai regardé mes 2 enfants. Ils semblaient petits, incertains, complètement différents des personnes qui m'avaient mis à la porte de leur vie 5 ans plus tôt. « Que voulez-vous dire exactement ?»« Nous voulons te demander pardon, » a dit Sophie, les larmes aux yeux. « Nous avons eu tort, nous avons été horribles avec toi. Et qu'attendez-vous que je fasse de ces excuses ? Nous voulons que tu nous donnes une autre chance, » a supplié Pierre. « Nous voulons être à nouveau une famille. » J'ai regardé Thomas qui observait la scène avec attention. Puis j'ai regardé mes 2 enfants, si différents maintenant, si vulnérables. « Pierre, Sophie, » ai-je dit lentement, « vous m'avez appris quelque chose de très précieux il y a 5 ans. » « Quoi ? » ?»« Vous m'avez appris que je peux vivre sans vous. Vous m'avez appris que je suis plus fort que je ne le pensais. Vous m'avez appris que ma valeur ne dépend pas du fait d'être nécessaire à mes enfants. » Ils sont restés silencieux, mais Thomas m'a appris quelque chose de différent, ai-je poursuivi, en regardant mon petit-fils avec affection. Il m'a appris que je peux encore aimer sans perdre ma dignité, que je peux encore donner sans être utilisé. « Papa !» Sophie a commencé. « La différence, ai-je continué, c'est que Thomas m'a choisi quand vous m'avez rejeté. Thomas m'a valorisé quand vous m'avez méprisé. Thomas a vu mon potentiel quand vous n'avez vu que mon âge. » Pierre a baissé la tête. « Nous comprenons que tu sois amer. »« Je ne suis pas amer, » ai-je répondu avec honnêteté. « L'amertume est un poison qui me fait du mal à moi-même. J'ai décidé il y a longtemps de laisser la colère partir. »« Alors, y a-t-il de l'espoir pour nous ?» a demandé Sophie. Je les ai regardés pendant plusieurs secondes. « Il y a une différence entre pardonner et oublier. Je peux vous pardonner, mais je ne peux pas faire semblant que les 5 dernières années n'ont pas existé. Je ne peux pas faire semblant que vous ne m'avez pas profondément blessé. »« Que veux-tu de nous ?» a demandé Pierre. « Du temps, ai-je répondu. Du temps pour voir si vous avez vraiment changé ou si vous êtes ici seulement parce que cela vous arrange maintenant. Du temps pour voir si vous pouvez aimer l'homme à succès que je suis devenu, ou si vous voulez utiliser l'entrepreneur riche que vous avez découvert. » Thomas a pris ma main sous la table. « Papy, je pense qu'ils méritent une chance. »« Tu le penses, mon chéri ? » ?»« Je pense que nous méritons tous une seconde chance, mais je pense aussi que les secondes chances se gagnent, elles ne sont pas données gratuitement. » J'ai regardé Pierre et Sophie. « Êtes-vous prêts à gagner cette seconde chance ?» Tous 2 ont acquiescé vigoureusement. « Alors commençons doucement, » ai-je finalement dit, très doucement et selon mes règles. Pour la première fois en 5 ans, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans leurs yeux. Mais aussi, pour la première fois en 5 ans, c'était moi qui avais tout le contrôle. 6 mois après la remise des diplômes, les choses avaient changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Pierre avait trouvé un emploi dans une de mes boulangeries, non par favoritisme, mais parce qu'il avait prouvé qu'il pouvait apprendre et travailler dur. Sophie avait commencé une thérapie pour comprendre pourquoi elle avait si maltraité son propre père. Et peu à peu, très peu à peu, nous reconstruisions quelque chose qui ressemblait à une relation familiale, mais les règles restaient les miennes. « Bonjour papa », Sophie m'a dit quand elle est arrivée à mon bureau ce jeudi matin. Elle ne m'appelait plus sans prévenir, elle ne présumait plus avoir droit à mon temps ou à mon attention. « Bonjour Sophie, comment s'est passée la thérapie hier ?»« Bien, nous avons parlé de la culpabilité, de la façon dont la peur m'a fait te blesser. » Elle s'est assise en face de mon bureau, non plus avec l'arrogance d'autrefois, mais avec un respect sincère. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Penses-tu qu'un jour tu pourras me pardonner complètement ?» Je l'ai regardée pendant plusieurs secondes.
C'était une question que je m'étais posée à plusieurs reprises ces derniers mois. Sophie, le pardon n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est un processus, et ce processus inclut de voir des changements réels, pas seulement des mots. Je comprends, a-t-elle dit d'une petite voix. Et quel changement as-tu vu? J'ai vu que Pierre se lève tous les jours à 6 heures du matin pour aller travailler. J'ai vu qu'il respecte ses collègues, qu'il apprend de ses erreurs, qu'il n'utilise pas notre relation familiale pour obtenir des faveurs spéciales. Pierre avait commencé comme livreur dans la boulangerie de Lyon et avait été promu par son propre mérite. Maintenant, il était assistant de gérance et ses supérieurs ne savaient pas qu'il était mon fils jusqu'à ce qu'il le leur dise lui-même après 3 mois de travail. Excellent. Et j'ai vu que tu vas à ta thérapie toutes les semaines, ai-je poursuivi. J'ai vu que tu t'excuses auprès de Thomas pour l'avoir mis au milieu de nos problèmes. J'ai vu que tu essaies de comprendre pourquoi tu m'as fait tant de mal. Et est-ce suffisant? A-t-elle demandé avec espoir. C'est un début, ai-je répondu honnêtement. Mais, Sophie, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne suis plus le même homme que vous avez connu. Je ne redeviendrai pas le père qui se sacrifie en silence, qui donne tout sans rien recevoir en retour, qui permet qu'on le maltraite parce qu'il a peur d'être seul. Nous ne voulons pas que tu redeviennes cet homme, a-t-elle dit rapidement. Nous voulons connaître l'homme que tu es maintenant. À ce moment, Thomas est entré dans le bureau. Il était officiellement mon assistant exécutif pendant qu'il terminait sa spécialisation en pédiatrie. Travailler avec moi lui permettait d'acquérir de l'expérience en administration hospitalière, ce qui lui serait utile dans son avenir de médecin. « Papy, a-t-il dit, la confirmation de Bordeaux est arrivée. La 15e boulangerie ouvre officiellement le mois prochain. 15 boulangeries. En seulement 6 ans, j'avais construit un réseau qui rivalisait avec les meilleurs du pays. Mais plus important que les chiffres était ce que j'avais appris sur moi-même dans le processus. « Excellente nouvelle », ai-je répondu à Thomas. Puis je me suis tourné vers Sophie. « Voudrais-tu venir à l'inauguration » Ses yeux se sont illuminés. « Vraiment ? Vraiment, mais pas comme la fille qui me doit des faveurs, plutôt comme une partie de la famille que nous reconstruisons lentement. »« J'adorerais », a-t-elle dit avec un sourire sincère. Cet après-midi-là, après le départ de Sophie, je suis resté seul dans mon bureau à regarder le coucher de soleil par la grande fenêtre. Thomas s'est approché et s'est assis dans le fauteuil face à mon bureau. « Comment te sens-tu avec tout ça, papy ?»« Confus parfois, ai-je admis. Une partie de moi veut redevenir la famille que nous étions avant. Une autre partie de moi se souvient de la douleur et résiste. Et quelle partie gagne? La partie qui a appris que l'amour véritable inclut le respect, ai-je répondu. La partie qui a compris qu'être père ne signifie pas être un paillasson. Thomas a souri. Je pense que tu as trouvé l'équilibre parfait. Tu crois? Oui. Tu leur donnes des opportunités, mais tu ne leur permets pas de te blesser. Tu les aimes, mais tu n'oublies pas de t'aimer d'abord. Il avait raison. Pendant des années, j'avais cru qu'aimer mes enfants signifiait disparaître en tant que personne. Maintenant, je savais que l'amour véritable exige que les deux parties se respectent mutuellement. Thomas, as-tu jamais regretté que nous soyons restés en contact toutes ces années? Jamais, a-t-il répondu sans hésiter. Tu as été le seul qui a cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Tu m'as appris que je pouvais être médecin, que je pouvais étudier dans les meilleures facultés, que je pouvais avoir de grands rêves. Tu as fourni les outils et la confiance. Et le plus important, tu m'as appris que les hommes de notre famille sont forts, que nous pouvons construire des empires, que nous pouvons survivre aux trahisons, que nous pouvons pardonner sans être naïfs. Ce soir-là, alors que je dînais seul dans mon appartement, j'ai pensé au chemin parcouru, depuis cet homme brisé sur le banc du parc jusqu'à l'entrepreneur à succès que j'étais maintenant, depuis le père rejeté jusqu'au grand-père respecté et aimé. Mon téléphone a sonné. C'était Pierre.
Papa, je voulais te dire que j'ai été nommé gérant régional aujourd'hui. On me confie la responsabilité de superviser 3 boulangeries. Félicitations, Pierre. Tu as mérité cela. Papa, je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous, mais je veux que tu saches que chaque jour que je passe à travailler dans tes boulangeries, je comprends mieux quel genre d'homme extraordinaire tu es. Merci, fils. Et je veux que tu saches que je ne travaille plus là parce que tu es mon père. Je travaille là parce que je crois en ce que tu as construit, parce que je respecte ta vision, parce que je veux faire partie de quelque chose d'aussi grand que ce que tu as créé. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de vin et je suis sorti sur la terrasse. La ville brillait à mes pieds, pleine de possibilités, pleine de vie. J'avais appris que la vengeance n'avait jamais été le but. La liberté, oui, la liberté d'être valorisé, respecté, aimé pour qui j'étais vraiment. La liberté de construire quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait me prendre. J'avais appris que je n'avais pas besoin de permission pour vivre pleinement ma vie. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mes enfants pour me sentir précieux. Je n'avais pas besoin d'être utile pour être aimé. J'avais appris que l'âge n'était pas une limitation, mais un avantage, que l'expérience n'était pas l'obsolescence, mais la sagesse, que recommencer à 73 ans n'était pas la fin, mais un nouveau début. J'ai regardé les étoiles et j'ai souri. Demain, il y aurait plus de boulangeries à planifier, plus d'employés à diriger, plus de rêves à construire. Mais ce soir, je profiterai simplement de quelque chose qui m'avait pris 78 ans à obtenir, la paix de savoir que j'étais suffisant, exactement comme j'étais, et que personne ne pourrait plus jamais me faire croire le contraire. J'ai appris que parfois, la douleur est ce qui nous fait découvrir la force que nous avons toujours eue. Si mes enfants ne m'avaient pas rejeté, je n'aurais jamais connu ma propre valeur. J'ai découvert que se respecter soi-même est plus important que d'essayer de plaire aux autres. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer et prouver que l'expérience est un pouvoir. Si vous pensez avoir tout perdu, peut-être que votre nouveau départ est juste devant vous. Si vous êtes d'accord avec moi et avez aimé mon histoire, laissez un j'aime pour que je le sache. Je veux voir combien nous sommes. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville et à quelle heure vous m'écoutez. Et si vous voulez me soutenir dans ce parcours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Les Conseils de Papy. Merci de m'avoir écouté et de partager votre temps avec moi. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne et abonnez-vous. Il y a 2 nouvelles histoires à l'écran que je suis sûr que vous allez adorer. Cliquez et écoutez-les maintenant. I'm just going for all the rooms at the moment. I want to explore everything. This one, look, this one's like, you seen that it was stuck? Yeah, it's stuck. Can't get in. Might be able to get in for this side. Oh my god, there's another person in this bathroom. What? Shooting up as well? Yeah, fuck it, huh? Oh, collectible in this room. Fucking brutal. There's a hole in this elevator that we can go up as well. Yeah, they're going out on their own terms. But still, fucking crazy. Where's the elevator? This way. Oh, nice. He got first, baby. Oh, well. I don't think I had it. Ah, I get it. Deceitful 9, of course. 107 is the last room. That should be Deceitful 9, of course.
there's a zombie in the other one, I can see it. I had a feeling it would be 209. It's like, there's no way. What? Holy shit, what the fuck? A big box. Yeah. Get this to the hotel. This was Rice's room. Hmm. He must have set up shop here when the epidemic first began. Did you go back down? You know what's crazy? I don't remember doing any of this. Yeah. Like, I did this twice and I didn't remember. What the fuck? I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. If they don't add this grapple to Dying Light 2, I'm going to riot. There's an ambulance here. I'm just opening it. Get a medkit. Yeah, I did get a gun. Oh, Rise's gun! Holy shit, it does some damage. What the fuck? Oh shit, sure. Jesus. Kind of brutal. I mean, that would be fun, and we know they don't want you to have fun. Yeah. True. I was wondering where all Blizzard employees started to go. Holy shit, I mean that. No, 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 no! It's a 3-round burst too? That's a good one. Yeah. Fucking accurate! Oh my god! Alright. It's accurate. That's for damn sure. Oh my god. Anyone anxiety ridden right now? Cause me too. Hey, there's a flag up here! Where? At the very top Where of are the you? thing. The very top. I didn't mean to go to the top. How the fuck do I get up there? On it. Oh. Hey, Troy, I gave the samples to Dr. Camden.